À ce webinaire. Je m'appelle Diana Bronson et je suis votre animatrice pour les prochaines 90 minutes. Je vous informe que ce webinaire serait enregistré et je vous invite à vous identifier dans le panneau de discussion, de dire qui vous êtes, de quelle organisation ou de quel secteur ou de quelle région vous venez. Et pour ouvrir le webinaire, j'aimerais inviter Colleen Thorpe, qui est directrice générale d'Équiterre et une grande passionnée des politiques agricoles et alimentaires, à nous offrir quelques mots d'introduction. La parole est à toi, Colleen. Merci beaucoup, Diana. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici. Nous aimerions d'abord reconnaître que nos bureaux à la Maison du développement durable à Montréal, Tiohtià:ke, sont situés sur les terres ancestrales de la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. Donc, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent, l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Nous souhaitons remercier tous nos partenaires pour ce webinaire qui fait partie de notre projet sur la santé des sols, donc la Fondation Greenbelt, notre partenaire principal, ainsi que nos partenaires financiers Cliff Bar Family Foundation, la Fondation ECO et la Fondation Metcalf. Nous souhaitons aussi remercier nos partenaires de visibilité, le Réseau pour une alimentation durable, la Coalition fermier pour la transition climatique, la Coopérative pour une agriculture de proximité écologique, Réalité climatique Canada et Coordination Service Conseil. Donc, quelques mots sur notre organisation. Équiterre est une organisation environnementale québécoise qui existe maintenant depuis près de 30 ans et qui représente plus de 125 000 membres et sympathisants. Nous avons travaillé sur l'agriculture et l'alimentation depuis le tout début de notre organisation, que ce soit sur le café équitable, les paniers bio, le réseau des fermiers de famille, l'alimentation saine et durable dans les institutions publiques de santé, dans les écoles et les CPE, les pesticides et beaucoup d'autres initiatives. Donc, pourquoi ce webinaire? Il nous apparaît vraiment évident que nous devons travailler sur les enjeux d'alimentation et d'agriculture à l'intérieur d'un seul et même système. On ne peut plus travailler sur la santé, la durabilité, le travail et la rentabilité de notre système alimentaire de manière séparée. C'est une des raisons pour lesquelles il est important pour nous de travailler sur les politiques publiques, car ce sont ces politiques qui déterminent les règles du système. Ces liens sont par ailleurs reconnus dans la politique bioalimentaire du Québec et dans la politique alimentaire du Canada. Nous avons besoin d'une cohérence plus large pour s'assurer que la protection de l'environnement soit prise en compte dans toutes les politiques et tous les programmes et que nos soucis pour la protection de la santé et de l'équité, par exemple les travailleurs agricoles provenant d'autres pays, soient également des priorités pour tout le système. Donc, aujourd'hui, l'objectif du webinaire est d'aller creuser ensemble davantage les politiques agricoles du Canada et du Québec. Occasionnellement, il y a des circonstances qui font en sorte que les politiques publiques arrivent à un point de bascule. Nous sommes dans cette situation maintenant. Pourquoi? Le plan quinquennal sur l'agriculture est renouvelé tous les 5 ans. C'est un accord entre toutes les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral qui détermine les grandes orientations pour tout le pays et comment l'argent sera dépensé. Le prochain cadre stratégique nous amènera de 2023 à 2028. Ce sont des années cruciales pour atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, c'est-à-dire la date limite pour l'accord de Paris. Tous les ministres de l'Agriculture du pays ont adopté l'énoncé de Guelph le 10 novembre dernier. Cet énoncé de politique ministérielle met les changements climatiques et l'environnement comme priorité. Nos invités nous en parleront de manière plus détaillée, mais à notre avis, cela marque une certaine rupture avec le passé où l'environnement était souvent, mais pas toujours, marginalisé. Le gouvernement du Québec a adopté les politiques agricoles importantes, la politique bioalimentaire, le plan d'agriculture durable, la stratégie nationale d'achat des aliments du Québec, pour ne nommer que celle-là. Il y a un engouement pour les aliments locaux depuis la pandémie. Il faut bâtir sur ce momentum et utiliser cette occasion pour faire en sorte que les aliments locaux soient aussi sains et durables. Donc, le gouvernement du Canada a aussi annoncé ses intentions de développer une stratégie agro-environnementale
et a récemment annoncé un investissement de 270 millions de dollars dans les pratiques de protection de la santé des sols, une préoccupation très chère à Équiterre. Nous pensons qu'il est important de comprendre ces politiques, de trouver des manières de les renforcer, de les influencer, de les améliorer quand on peut, de tenir nos élus redevables face à leurs engagements. Ce webinaire est donc une invitation aux citoyens et citoyennes, aux agriculteurs et agricultrices, au milieu de la recherche, aux militants et tout le monde qui mange, nous tous, de vous informer, de vous impliquer, de vous mobiliser pour des politiques agricoles ambitieuses. Donc, à Équiterre, voici ce que nous espérons lors du développement du prochain cadre stratégique agricole, la protection de l'environnement et la lutte au changement climatique au centre de nos politiques agricoles en concrétisant l'ambition énoncée dans l'énoncé WELF. L'action concertée pour la protection de la santé des sols. Nous avons développé une série de recommandations à ce sujet dans notre publication « Le pouvoir des sols » et plus d'ambition claire, incluant un cible de réduction de gaz à effet de serre pour l'agriculture. Donc, Diana, je te laisse poursuivre. Merci. Merci Colleen pour cette introduction. Je crois que vous avez très bien expliqué le but de notre webinaire aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'animer cette discussion et c'est vraiment un honneur pour moi d'accueillir nos 3 invités. Je pourrais difficilement identifier 3 meilleurs individus pour nous expliquer le fonctionnement des politiques publiques agricoles. Nous allons commencer avec M. Guy Debailleul de l'Université Laval et de l'Institut Jean Garon, qui nous expliquera l'origine des politiques agricoles dans sa première intervention et qui nous reviendra par la suite des présentations des 2 gouvernements avec d'autres éléments d'analyse qui nous aideront à entamer une discussion. Ensuite, la parole serait donnée à M. Tom Rosser, sous-ministre adjoint au service à l'industrie et au marché, à l'agriculture et agroalimentaire Canada, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler sur la politique alimentaire du Canada qui a été adoptée en 2019. M. Rosser va nous expliquer des grandes lignes du prochain cadre stratégique, aussi connu sur d'autres noms. Donc, quand on parle de plan quinquennal, de l'accord entre les provinces, territoires et le gouvernement fédéral ou le partenariat canadien sur l'agriculture, il s'agit de la même chose. Monsieur Rosser, peut-être vous avez vu Natasha Kim annoncer dans notre publicité et c'est Monsieur Rosser qui la remplace aujourd'hui. Ensuite, c'est Madame Geneviève Masse, qui est sous-ministre adjointe au développement régional et au développement durable, au MAPAC, qui prendra la parole. Elle va nous donner une explication des politiques en agriculture durable québécoise. Ensuite, on va redonner la parole à M. Debailleul qui nous ferait parler de quelques autres éléments d'analyse. Alors, à la fin de tout ça, on va avoir une période de questions et je vous invite à poser vos questions, non pas dans le chat où on risque de les perdre, mais plutôt dans le module questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je présente M. Debailleul. Il est ingénieur agronome et titulaire d'un doctorat en économie du développement agricole. M. Debailleul est professeur associé au département d'économie agro-environnementale et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Il est aussi coprésident de l'Institut Jean Garon, ce carrefour de réflexion et d'action sur notre système agricole. On lui a demandé, dans sa première intervention, de nous offrir une mise en contexte historique pour le développement des politiques agricoles. Alors, la parole est à vous, M. Debailleul. Merci, Diana. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il s'agit, en fait, on est en pleine période de redéfinition de nos politiques agricoles, mais au fond, pourquoi avons-nous besoin de mettre en place des politiques agricoles? Et
ce n'est pas propre au Canada. On peut remarquer que la période 2021-2022 est particulièrement chargée en matière de préparation de politique agricole, qu'il s'agisse du Canada, puisqu'il s'agit, comme on l'a rappelé, il s'agit de définir ce nouveau cadre stratégique avant le mois de janvier 2023. Mais dans le même temps, en Europe, la nouvelle PAC, la nouvelle politique agricole commune, a été adoptée par le Parlement et chaque pays doit fournir avant la fin décembre son cadre stratégique national, c'est-à-dire la façon dont chaque pays va mettre en œuvre les orientations de cette nouvelle PAC, et suivra une période de 6 mois pendant laquelle chaque pays va négocier avec la Commission les modalités de ce cadre stratégique. Et on peut d'ailleurs aussi ajouter que dans le même temps, hier, la Commission européenne faisait part d'une communication par laquelle elle s'engage avant la fin 2022 à mettre en place les modalités d'une ambitieuse politique de stockage de carbone dans les sols avec la rémunération des agriculteurs à la clé. Dans le même temps, aux États-Unis, le Farm Bill, on va en parler beaucoup en 2022 puisque l'actuel Farm Bill va jusqu'en 2023 et on apprenait aussi en passant que dans la nouvelle législation, le Build Back Better Act de 1 000 milliards de dollars qui vient d'être adopté par le Congrès, il y a par exemple 27 milliards qui vont aller à l'agriculture, compléter des programmes agricoles du Farm Bill en matière de gestion des sols, de lutte contre l'érosion, etc. 27 milliards, ce n'est pas non plus une somme négligeable. Et puis, à l'autre bout, eh bien, on se souviendra que tout à fait récemment, les agriculteurs indiens ont eu gain de cause dans leur lutte qu'ils mènent depuis 1 an contre le gouvernement indien qui voulait réformer les politiques agricoles dans le sens d'une plus grande libéralisation. Donc, on est vraiment dans un contexte de réflexion, de redéfinition. Mais pourquoi avons-nous besoin de politique agricole? Alors, les économistes ont écrit abondamment là-dessus en disant, ben oui, effectivement, le secteur agricole présente des caractéristiques qui justifient qu'il y ait une intervention publique. Alors, parmi ces caractéristiques, je passe rapidement, mais on a une production qui est soumise à de nombreux aléas naturels et on a eu des exemples très édifiants là-dessus récemment. On a un cycle de production, qu'il s'agisse de production annuelle ou évidemment à plus forte raison pour les productions pérennes, qui empêche un ajustement rapide de l'offre à la demande comme ça pourrait se faire dans certains secteurs industriels. Beaucoup de produits agricoles sont non stockables, donc en fait, une fois qu'ils ont été produits, ils doivent être consommés relativement rapidement. Et on a par ailleurs un déséquilibre économique entre le grand nombre de producteurs qui font face à un nombre réduit d'acheteurs et donc un rapport de force qui n'est pas favorable aux agriculteurs. Pourquoi aussi soutenir l'agriculture? C'est aussi pour réaliser la sécurité alimentaire. Par exemple, la politique agricole commune est née du souci d'augmenter la production agricole pour atteindre l'autosuffisance en Europe au départ. On est vite arrivé aux excédents, mais ça, c'est une autre affaire. Et puis, plus récemment, on s'est dit que la politique agricole pouvait être justifiée aussi pour tenir compte du fait que l'agriculture joue un rôle très important dans le développement rural. Donc, soutenir l'agriculture, c'est aussi participer au développement rural. Et puis, par ailleurs, l'agriculture ne produit pas que des biens marchands, elle produit aussi des biens communs. Et donc, ça implique aussi une action publique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire quand on adopte une politique agricole? Eh bien, on a cherché avant tout, dans les premiers temps, à améliorer
ou au moins à stabiliser le revenu des producteurs agricoles qui faisaient face, compte tenu des spécificités de ce secteur, à des fluctuations importantes. On a cherché aussi à accroître la production agricole, comme je l'ai dit, et à améliorer la sécurité alimentaire. On voulait aussi favoriser une augmentation de la productivité dans le secteur agricole. Et donc, parce que augmenter la productivité, c'est aussi prendre les moyens de baisser relativement les prix alimentaires, puisque si on augmente la productivité, les produits agricoles coûtent moins cher au bout du compte. Dans certains cas, on cherche à accroître les exportations agricoles. On y reviendra probablement à propos du cadre stratégique. Dans certains cas, il s'agit de favoriser le développement de nouvelles productions. Et puis, plus récemment, on cherchait à travers les programmes agricoles à améliorer la performance environnementale du secteur agricole. Et entre autres aussi, protéger les ressources en sol. Ça, c'est une préoccupation dont on verra qu'elle est largement attachée à l'histoire de la politique agricole canadienne. Maintenant, comment on s'y prend pour atteindre ces objectifs? Dans un premier temps, on a privilégié, tout d'abord, on a cherché à installer les agriculteurs, des nouveaux agriculteurs dans des terres disponibles. Ça a été des politiques d'installation, d'établissement, de colonisation, et ça a été très important, par exemple, au 19e siècle aux États-Unis. Ça l'a été aussi au Canada, dans les prairies, puis ça l'a été, par exemple, la période de colonisation au Québec avant la Seconde Guerre mondiale. On a mis en place aussi très rapidement des programmes de soutien au crédit agricole, des programmes de vulgarisation, puisque évidemment, c'était un enjeu important pour l'accès à des nouvelles façons de produire. Mais on pourrait dire que le cœur des politiques agricoles a été pendant longtemps la régulation des marchés agricoles, c'est-à-dire une intervention des pouvoirs publics sur les marchés pour éviter donc les trop grands déséquilibres entre l'offre et la demande. Par exemple, il pouvait s'agir d'acheter sur le marché une certaine quantité de produits agricoles pour faire remonter les prix ou d'établir des mesures de monopole dans des institutions publiques pour gérer le marché. Alors ça, c'était la régulation des marchés agricoles, ça a été au cœur de ces politiques agricoles depuis leur fondation, mais elle est en recul partout. Et en particulier, elle a quasiment disparu d'un bon nombre de politiques agricoles à la faveur du contexte de renforcement des mesures d'échanges commerciaux. Puis il y a aussi je pense, une philosophie néolibérale qui a poussé à marginaliser cet instrument. Donc, elle est en retrait partout, qu'il s'agisse des USA, qu'il s'agisse de la politique agricole commune, qu'il s'agisse aussi du Canada. On a abandonné, par exemple, on a aboli la Commission canadienne du blé dans les années... dans les années 90. Donc, il reste au Canada un secteur de régulation des marchés, c'est celui qui concerne les productions sous gestion de l'offre. Monsieur de Bailleul, oui? Excusez-moi, c'est juste, si vous pouvez commencer à conclure, ça serait très bien. Je sais, on va revenir sur vos propos. D'accord. Alors, très rapidement, il y a d'autres mesures qui sont très importantes aujourd'hui et qui sont au cœur de beaucoup de politiques agricoles, ces mesures de stabilisation du revenu agricole ou les mesures de ce qu'on appellera de gestion du risque. Il y a les aides directes à l'investissement, on aura l'occasion de les illustrer à travers le cas canadien, et puis des soutiens à certaines productions émergentes, bio, labels de qualité. Alors, très rapidement, une politique agricole peut avoir des effets spectaculaires. J'ai reproduit là-dessus un graphique qui représente l'évolution des rendements de grande production aux États-Unis, blé, maïs, orge, soja, depuis le début du XXe siècle jusqu'à une période récente. Ce que l'on voit, c'est que ces rendements sont stagnants ou même ont tendance à baisser pendant les 30 premières années. Et d'un seul coup, ça commence à augmenter. Pourquoi? Parce qu'en 1933, on adopte
la première politique agricole américaine qui garantit aux agriculteurs qu'ils vont obtenir pour leurs produits un prix minimal, et ce, pendant un certain nombre d'années. Et donc, les agriculteurs qui avaient déjà à leur disposition des engrais, le maïs hybride avait été inventé dans les années 20, il y avait du matériel agricole, mais dont ils faisaient un usage limité parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir payer à la fin de l'année les emprunts qu'ils auraient contractés pour acheter ces intrants. Eh bien, là, ils se voyaient garantir ces revenus. Et pour terminer, il faut aussi souligner que les politiques agricoles peuvent avoir aussi des effets pervers parce que favoriser une amélioration de la productivité, ça peut aussi entraîner une intensification qui serait nuisible à l'environnement. On pourrait prendre l'exemple de l'ASRA avec le maïs dans les premières années, qui a en fait eu pour effet de développer le maïs en tant que monoculture. Une politique agricole peut aussi accroître les inégalités entre producteurs. Elle peut contribuer à une augmentation du prix du foncier, par exemple, ou du prix des quotas quand il s'agit des droits de production. Alors, juste pour terminer sur une citation un peu paradoxale, quand une politique agricole marche, il faudrait en changer, disait un ministre de l'agriculture français qui était Edgar Pisani. Il voulait dire par là que si une politique agricole marche, c'est qu'elle a atteint son objectif qui était de corriger quelque chose. Si la correction est faite, il faut passer à autre chose. Et le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à maintenir des programmes qu'à les renouveler ou à les ajuster. Alors, je vais m'en tenir à ça. On pourra peut-être revenir plus tard sur une comparaison des efforts qui sont faits par les différents États pour leur politique agricole, pour le soutien à l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, M. de Bailleul. C'est très intéressant comme contexte. Et je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent, donc c'est très bien. On va avoir une discussion très riche. Alors, je suis désolée de devoir couper la parole un peu, juste pour garder le temps pour des questions. Alors, notre prochain intervenant, c'est M. Tom Rosser, qui est, depuis le mois de février, sous-ministre adjointe au service à l'industrie et au marché à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il était auparavant sous-ministre adjointe aux politiques stratégiques, donc il est très bien placé pour nous parler du prochain cadre stratégique. Il a aussi occupé de nombreuses autres fonctions au sein de la fonction publique fédérale concernant les ressources naturelles, les forêts et les pêches. Merci, M. Rosser, d'être avec nous aujourd'hui. La parole est à vous. Merci, Diana, pour cet accueil. Bonjour à tous et à toutes, et merci à Kiter pour l'invitation de vous rejoindre ce matin. Juste pour commencer, je tiens à souligner que je vous rejoins ce matin de la région d'Ottawa, ce qui est situé sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Je sais depuis longtemps que l'Équiterre s'implique dans les enjeux ou s'engage avec le ministère sur les enjeux agri-environnementaux. Cet engagement devient de plus en plus important parce que nous sommes en train de mettre une priorité et des ressources sans précédent pour avancer notre stratégie agri-environnementale pour aider les producteurs à réduire leur empreinte de carbone et environnementale. On sait aussi que les agriculteurs sont en première ligne du changement climatique. On voit ça en Colombie-Britannique où dans une période de 5 mois, on a vu 2 épisodes climatiques qu'on aurait normalement attendu une fois chaque 1000 ans. Alors, on sait que c'est les agriculteurs, ils ressentent ça plus que presque n'importe d'autres secteurs. Un des éléments importants pour nous autres d'avancer notre stratégie agri-environnementale, c'est le prochain cadre stratégique. Plusieurs conférenciers ont déjà touché sur ça. Depuis 2003,
On a un cadre stratégique avec les provinces et les territoires. Le cadre actuel, le partenariat canadien agricole, est un cadre de coûts partagés entre le fédéral et les provinces et territoires de 3 milliards de dollars sur 5 ans. Comme a déjà été noté, le PCA prend fin le 31 mars 2023. On attend que le prochain cadre stratégique va durer jusqu'à 2028, c'est-à-dire 2 ans avant on arrive à les cibles de Paris. Et les négociations entre le fédéral, les provinces et les territoires sont déjà bien avancées. On a aussi un processus de consultation au fédéral. Je sais que le Québec et les autres provinces ont leur propre processus de consultation avec les intervenants pour informer l'élaboration ou la négociation du cadre. Au mois de juin, Équiterre a participé à une des séances que le ministère, mon ministère a organisées. Comme je crois que Colleen a déjà mentionné, il y avait une réunion des ministres fédéral, provincial, territorial d'agriculture en novembre, ce qui a produit l'énoncé de Guelph. C'est une énoncé qui va guider les négociations du prochain cadre. Ça décrit une vision du cadre qui a comme but de s'assurer que le secteur canadien agricole devient chef du file mondial dans l'agriculture durable. Alors, du point de vue fédéral, d'augmenter notre niveau d'ambition sur les enjeux environnementaux, c'est vraiment prioritaire. Toutefois, le cadre actuel prévoit des dépenses importantes sur les enjeux environnementaux sur 5 ans. Avec le partenariat agricole canadien, on prévoit une dépense de 436 millions de dollars, mais on sait qu'on doit faire, on doit faire plus, on doit augmenter notre ambition, on doit continuer de renforcer, d'avancer nos objectifs environnementaux et la collaboration avec les groupes comme Équiterre sera clé pour atteindre ces buts. Je sais que récemment, Équiterre, avec d'autres partenaires, a publié le pouvoir des sols, un feuille de route pour aider les agriculteurs à améliorer la santé des sols, ce que nous voyons aussi comme prioritaire. Les sols peuvent nous aider non seulement à augmenter le séquestration du carbone, mais aussi d'augmenter la résilience des producteurs en face du changement climatique. Alors, on vous remercie pour votre participation dans nos consultations et aussi pour pour vos conseils dans des rapports comme le feuille de route pour informer nos stratégies sur la santé des sols et d'autres enjeux environnementaux. Bien que le prochain cadre stratégique soit un objectif clé pour le ministère au cours de l'année à venir, il y a de nombreuses autres activités en cours sur les questions agri-environnementales que je souhaite également aborder. Premièrement, l'AAC entreprend un certain nombre d'activités pour permettre l'adoption de pratiques bénéfiques pour la santé des sols afin d'améliorer la productivité et l'efficacité, la rentabilité et la compétitivité des fermes canadiennes. Par exemple, le programme Solutions agricoles pour le climat, d'une valeur de 185 millions de dollars, élargit le réseau de laboratoires vivants dirigés par des agriculteurs et groupes d'agriculture à travers le Canada
pour aider à identifier et à mettre en œuvre des solutions d'atténuation des changements climatiques adaptées à chaque région, notamment en soutenant la biodiversité, la qualité de l'eau et la santé des sols. Un objectif clé de ce projet est d'assurer que les solutions scientifiques puissent fonctionner dans des conditions réelles et pour de vraies fermes, et de pouvoir transférer ces connaissances directement aux producteurs. De plus, les fonds d'action à la ferme pour le climat de 200 millions de dollars a été annoncé dans le budget de 2021 qui soutiendra l'adoption de pratiques bénéfiques à la ferme telles que les cultures de couverture, la gestion des éléments nutritifs et le pâturage en rotation. Notre fonds pour les technologies propres en agriculture est une autre occasion d'aider les producteurs à adopter une technologie plus efficace pour réduire les émissions, comme les séchoirs à grains plus efficaces. Cependant, il est important de noter que les questions agri-environnementales sont depuis longtemps un domaine d'intérêt dans nos propres travaux scientifiques ministériels, ce qui nous contribue à éclairer une grande partie de nos politiques et programmes dans ce domaine. Notamment, la conservation et la santé des sols sont au cœur des priorités du département. Pour améliorer notre compréhension des sols agricoles au Canada, nous surveillons l'impact de l'agriculture sur le sol, l'eau, l'air, la biodiversité et au moyen d'une série d'indicateurs environnementaux nationaux, y compris les indicateurs de matière organique du sol et du risque d'érosion des sols. L'engagement à développer une stratégie agri-environnementale canadienne qui soutiendra les actions du secteur sur les changements climatiques d'autres priorités environnementales vers 2030 et 2050. Nous savons que nous demandons à nos producteurs de continuer à répondre aux besoins alimentaires des Canadiens et des populations du monde entier. Et nous savons que les défis nouveaux et changeants, comme le changement climatique, occasionnent l'incertitude dans le secteur. Cependant, en travaillant en étroite collaboration avec nos collègues provinciaux et territoriaux et divers groupes d'intervenants pour tirer parti des réussites à ce jour, nous tirerons parti de nouveaux investissements pour soutenir un secteur agricole et agroalimentaire plus fort et durable. Alors que les détails du prochain cadre restent en cours d'élaboration, l'environnement et le changement climatique soutenus par la science, la recherche et l'innovation seraient certainement au centre de nos préoccupations à l'avenir. Un autre élément crucial du prochain cadre, c'est la mesure du rendement et des données. Encore une fois, la science sera essentielle alors que nous essayons de mesurer les résultats environnementaux de ce que nous acceptons de faire dans ce prochain cadre stratégique. Je vous remercie pour me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Rosser, et aussi un remerciement spécial puisque vous avez su seulement hier que vous allez faire cette présentation et donc je vous remercie. Notre prochaine intervenante nous vient de MAPAC, c'est Mme Geneviève Masse, qui est sous-ministre adjointe au développement régional et au développement durable au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Mme Masse possède une riche expérience dans la fonction publique québécoise, a travaillé aux affaires autochtones, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et Technologie, ainsi que du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Alors, Madame Masse, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Bronson. Bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'en profite pour mentionner dès le départ là, que je suis accompagnée de quelques collaborateurs. Donc, M. Yvon Doyle, qui est directeur des politiques commerciales et intergouvernementales au ministère, tout comme M. Sylvain Dion, qui est le directeur général de l'appui à l'agriculture durable.
Alors, la thématique aujourd'hui là, est vraiment par rapport aux politiques provinciales en matière de développement du secteur agricole et également d'agriculture durable et nos attentes là, par rapport au prochain cadre stratégique là, duquel M. Rosser vient de vous entretenir. Alors, vous pouvez passer à la première diapo. Alors, essentiellement, je vais aborder aujourd'hui la politique bioalimentaire, le plan d'agriculture durable en mettant l'accent à la lumière de la thématique sur l'enjeu de la santé des sols. Et je dirais d'entrée de jeu qu'on est vraiment dans une dynamique là, en poupée russe. Là. Donc, le cadre général de nos interventions au Québec, c'est la politique bioalimentaire 2018-2025, Alimenter notre monde, qui a été élaborée là, à l'issue d'un vaste processus là, de consultation. À vrai dire, la politique, là, on se plaît à le dire, elle est co-construite avec les partenaires du secteur bioalimentaire et sa mise en œuvre repose sur un dialogue permanent également avec les partenaires. Donc, annuellement, le ministre rencontre l'ensemble des partenaires pour faire le suivi, d'une part, là, sur l'atteinte des objectifs de la politique, mais également pour la faire évoluer, cette politique-là, à la lumière des priorités de la conjoncture dans laquelle on se trouve. La politique, elle a deux grandes ambitions, celle de maintenir un niveau de confiance élevé avec les consommateurs, mais également là, de développer un secteur bioalimentaire qui est à la fois prospère et durable. Et cela repose là, sur 7 cibles, on va rester, donc ça repose sur 7 cibles qui sont mesurables et 4 orientations, dont une qui touche, là, qui vise des entreprises qui sont attractives et responsables et qui met l'accent là, sur la performance agro-environnementale de nos entreprises. Donc, dans le contexte de la pandémie qu'on a vécue, on a senti évidemment beaucoup d'intérêt pour l'achat local, les produits québécois, mais également dans les tout débuts, là, on a eu quand même certaines quant à notre autonomie alimentaire et la politique, elle a pris dans le courant là, des 2 dernières années un virage axé sur l'autonomie alimentaire avec le déploiement là, déploiement de différentes initiatives pour favoriser d'une part l'achat local, augmenter l'offre de produits québécois sur le marché, renforcer évidemment nos chaînes d'approvisionnement, mais également accélérer le virage écologique des entreprises. Et ce virage-là, il se poursuit puisque nous sommes en dialogue présentement avec les partenaires du secteur en vue de la prochaine rencontre des partenaires qui aura lieu en mai prochain. Et clairement, là, on voit l'importance d'une part de l'autonomie alimentaire, mais d'une autonomie alimentaire durable poindre dans l'évolution de nos discussions. Alors, de la politique bioalimentaire est né le plan d'agriculture durable. Donc, le plan d'agriculture durable qui a été lancé le 22 octobre 2020, donc qui célèbre un peu plus, là, on vient de célébrer la première année, et qui vise vraiment à assurer la cohésion de la démarche agro-environnementale au Québec pour la prochaine décennie, avec un accent là, particulier donc, sur la santé des sols. On peut changer. Donc, le plan d'agriculture durable, il place véritablement les producteurs et les productrices au cœur de l'action. Et à cet égard-là, je tiens à mentionner la mobilisation des regroupements de producteurs agricoles à qui on a lancé l'appel de s'impliquer dans le plan d'agriculture durable et qui nous ont formulé, là, on a 27 regroupements de producteurs et productrices qui nous ont formulé des engagements, près de 50 engagements qui constituent le cœur du plan de mise en œuvre du plan d'agriculture durable. Le PAD, donc comme on l'appelle, il mise évidemment sur des résultats concrets et mesurables, sur l'accélération des pratiques agro-environnementales par les producteurs et les productrices. On vient au travers du plan d'agriculture durable consolider différents leviers et il s'inscrit là, vraiment en synergie avec les interventions là, du gouvernement du Québec dans la lutte contre les changements climatiques. Notamment, là, le plan d'agriculture durable contribue à la cible de réduction des émissions de GES du Québec de 37,5 d'ici 2030 et vise aussi à accroître la résilience de nos systèmes agricoles face au changement climatique. Vous pouvez changer. Donc, je le disais tantôt, le plan d'agriculture durable, il repose là, vraiment sur des cibles qui sont concrètes et mesurables. Donc, 5 grands objectifs qui se déclinent là, en 8 indicateurs.
D'une part, en matière de réduction de l'usage des pesticides et de leurs risques, nous avons adopté la cible de réduire d'ici 2030 de 40 les risques liés à l'utilisation des pesticides sur la santé et sur l'environnement. Donc, je disais de 40 par rapport à la période de référence là, qui est les années 2006, 2007, 2008. On veut non seulement réduire les risques, mais réduire également l'utilisation des pesticides là, par une diminution de 500 000 kilos de pesticides de synthèse vendus, donc par rapport à cette même période de référence-là. Dans le domaine des santé des sols, je l'aborderai plus amplement dans la prochaine diapo, mais ce qu'on souhaite, c'est que 75 de nos superficies cultivées soient couvertes en hiver et que nous ayons au moins 85 des sols qui aient une matière organique de 4 et plus. En matière, quant à la gestion des matières fertilisantes, alors l'objectif qu'on s'est donné au travers du plan d'agriculture durable est de réduire de 15 les apports de matières fertilisantes azotées sur nos superficies en culture, toujours à l'horizon 2030. On veut également optimiser la gestion de l'eau en améliorant ce qui s'appelle l'indice de santé Bentos des cours d'eau. Donc, des gens qui sont dans le domaine le connaissent déjà, des cours d'eau dégradés. Donc, on veut améliorer l'indice de santé des cours d'eau d'une classe ou de 15 unités et également diminuer de 15 la concentration en phosphore totale de nos cours d'eau. Et enfin, par rapport à l'amélioration de la biodiversité, on vise à doubler les superficies qui sont aménagées de manière favorable à la biodiversité. Donc, on pense notamment aux bandes riveraines élargies ou encore au web brise-vent. Vous pouvez avancer. Donc, je vous parlais de nos deux indicateurs et cibles particuliers qui touchent la santé et la conservation des sols. Évidemment, ça s'inscrit notamment dans le contexte de la lutte au changement climatique. On le sait, donc, une couverture des sols offre nécessairement une meilleure résilience aux épisodes de gel et de dégel l'hiver. La matière organique, pour sa part, elle joue un rôle fondamental dans la résilience de nos systèmes agricoles face aux aléas climatiques. Donc, par exemple, une meilleure rétention de l'eau dans les sols lors des sécheresses. Tout ça est appuyé par des initiatives qui sont mises de l'avant par le ministère. D'une part, l'étude sur l'état de santé des sols agricoles québécois. La dernière étude remontait à 1990. Présentement, il y a un mandat qui est en cours du côté de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement pour la période 2017, qui se met sur une vaste période 2017-2022, pour vraiment évaluer l'état de nos sols à partir d'un échantillonnage qui est représentatif des principales régions pédologiques et des matériaux parentaux au Québec. Donc, 426 parcelles qui sont échantillonnées, qui vont permettre de tracer une évolution de la santé des sols par rapport au dernier inventaire. Évidemment, le ministère est très actif dans différentes activités. On pense notamment à la caravane sur la santé des sols qui l'été se déploie et qui va faire des petits, parce que dans le cadre du plan d'agriculture durable, on n'aura pas une caravane, mais on aura plusieurs caravanes sur le terrain pour faire du transfert de connaissances auprès des producteurs agricoles sur les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer la santé des sols. Le ministère offre également différentes aides financières, participe annuellement au colloque sur la santé des sols et est également un partenaire de la solution web InfoSol qui donne des informations géographiques sur les terres agricoles et qui peut venir appuyer donc les conseillers agricoles dans l'adoption de pratiques durables. Alors, ce plan d'agriculture durable-là, il est assorti d'une enveloppe de 125 millions de dollars pour les 5 premières années, donc pour un premier plan quinquennal. Il est accompagné de différentes mesures phares. D'une part, la reconnaissance, au travers de laquelle nous allons, à compter de la saison 2022, rétribuer l'adoption de bonnes pratiques agro-environnementales qui vont être basées, et le tout basé sur un contexte de partage des risques et d'atteinte des résultats. Donc, un vaste projet pilote a été mené l'été dernier sous l'égide du CECPA, qui avait été mandaté par le ministère. On a au-delà de 700 producteurs agricoles qui ont participé et la mesure de rétribution, elle en est dans ses étapes finales d'élaboration, de sorte qu'elle sera déployée dès le début de l'année 2022 en vue de la saison à venir. Le développement des connaissances joue un rôle évidemment très important. M. Rosser a abordé l'importance de la science. C'est le cas pour nous aussi. Donc, 30 millions de dollars qui servent à établir un partenariat de recherche qui est sous la responsabilité
du Fonds Recherche Québec, Nature et Technologie. Donc, le réseau québécois de recherche en agriculture durable qui regroupe 200 chercheurs et qui va mettre de l'avant un programme orienté là, en partenariat axé sur 4 grandes priorités: la santé des sols, la réduction de l'usage des pesticides, l'agriculture numérique et de précision et évidemment tous les aspects socio-économiques. Le transfert, c'est là où interviennent les directions régionales du ministère qui sont en voie de déployer 12 plans d'action régionaux découlant du plan d'agriculture durable là, et dans leur rôle d'intervention de deuxième ligne auprès des producteurs agricoles. Puis décembre. Je sais que le temps commence à manquer, donc j'essaie d'y aller rondement. La formation, donc, un grand mandat qui est donné à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, là, la nouvelle ITAQ, pour fédérer une offre de formation là, à l'échelle québécoise et développer un parcours de formation continue à l'intention des producteurs agricoles pour qu'ils développent eux-mêmes là, la capacité critique en la matière. Et également, l'accompagnement. Donc, une nouvelle approche mandat en agro-environnement qui sera déployée là, par le biais du programme Service Conseil également là, à compter du printemps 2022. Donc, vous le voyez, le Québec est déjà bien actif en matière d'agro-environnement. Évidemment, le partenariat canadien pour l'agriculture qui a été abordé un peu plus tôt et contribue quand même significativement à notre action. Le partenariat actuel représente pour le Québec là, 293 millions de dollars sur 5 ans dans un ratio de 60-40, 60% de financement fédéral, 40% là, au niveau là, du Québec. Il sert notamment en matière agro-environnementale à soutenir différentes initiatives, dont notre grand programme Prime Vert et notre programme de service conseil dans 6 domaines là, qui sont prioritaires. On s'en va évidemment là, vers la négociation du prochain partenariat canadien pour l'agriculture. On y est au cœur. M. Rosser a évoqué l'énoncé de Guelph du 10 novembre dernier qui met vraiment de l'avant une vision commune pour le prochain cadre stratégique avec une importance là, quand même importante, une importance marquée, je dirais, sur le domaine des changements climatiques et de l'environnement. Et ça, bien, ça rejoint quand même les priorités du Québec. Donc, pour le Québec, le partenariat canadien de l'agriculture, le prochain, doit évidemment contribuer là, aux efforts collectifs et doit soutenir, je dirais, la participation du Québec à l'atteinte des efforts collectifs à l'échelle canadienne, mais au travers là, les cibles du Québec et les programmes du Québec. Donc, on est engagé à favoriser là, l'atteinte ou l'amélioration des pratiques à l'échelle canadienne, mais on a déjà un grand pas de franchi là, au travers de nos propres politiques et on veut continuer à intervenir en la matière. Québec, évidemment, là, va toujours être ouvert à partager son expertise, ses réalisations avec les autres provinces, notamment là, sur la santé des sols. Mais ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que le partenariat serve à renforcer nos interventions et qu'il ne donne pas lieu là, à un dédoublement des interventions par les différents niveaux de gouvernement. Donc, on adhère aux objectifs collectifs, on adhère à la nécessité d'avoir des résultats mesurables, mais on souhaite évidemment dans tout ça conserver là, la flexibilité dans la conception, l'exécution et la gestion des programmes. Et donc, par rapport à l'énoncé de Guelph, la priorité, je le disais, là, sur les changements climatiques et l'environnement, tout ça s'inscrit en adéquation là, avec la politique bioalimentaire, comme je le disais plus tôt, avec le plan d'agriculture durable, mais également là, avec le plan pour une économie verte du gouvernement. Donc, notre contribution là, est déjà bien présente. Enfin, bien, comme M. Rosser l'évoquait, il y a des grandes étapes à venir là, au niveau de la négociation. L'objectif de tous les partenaires est de convenir d'un accord cadre avant juillet 2022, plus tard en juillet 2022, pour ensuite là, formaliser les accords bilatéraux qui s'en suivent. Il y a un grand accord pan-canadien et ensuite chaque province signe en parallèle un accord avec Agroalimentaire et AAC. Donc, avant le 1er avril 2023. Pour mettre en œuvre là, ce nouveau cadre stratégique-là pour la période 2023-2028. Il va ensuite revenir là, à chacune des provinces d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes qui seront financés dans le cadre du cadre stratégique et qui s'inscriront dans les priorités évoquées. Et le Québec, donc, pourra ainsi continuer à appuyer le secteur agroalimentaire pour atteindre les cibles dont il s'est déjà doté, peut-être même pour des cibles encore plus ambitieuses. Alors, merci.
Merci beaucoup, Madame Ma. C'est très, très clair. Avec la métaphore des poupées russes, je pense que ça aide des gens à comprendre comment ces politiques fonctionnent ensemble. Alors, allons revenir à M. de Bailleul pour une très courte intervention sur quelques-uns des enjeux. On a beaucoup de questions. On a plus qu'une douzaine de questions. Alors, on veut à tout prix garder le temps pour ça. J'en profite également pour vous demander, lorsque vous posez une question, de le diriger à une personne en particulier, si c'est pertinent de le faire. Alors, Monsieur de Bailleul, juste pour quelques réflexions rapides pour nous lancer dans la discussion. Entendu. Alors, si on peut passer à la diapo suivante. Ça a déjà été évoqué dans les interventions précédentes. En fait, notre réflexion doit être alimentée par des leçons, des enseignements qui sont tirés de la période récente. Il y a en particulier ceux qui viennent de la COVID, qui plaident en faveur d'une meilleure articulation entre politique agricole et politique alimentaire. Aussi la mise en évidence de certaines fragilités du système agroalimentaire canadien. On pense à la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en certains produits nécessaires à l'agriculture et produits agricoles, produits alimentaires, la dépendance aussi à l'égard de la main-d'œuvre, et puis la nécessité de renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires, des circuits alimentaires. Donc, en fait, en favorisant aussi une diversification de ces circuits. Ensuite, l'autre grand facteur de réflexion, c'est, et ça a été largement illustré par les intervenants précédents, c'est les changements climatiques et leur rôle dans la politique agricole. Ce que l'on constate avec l'énoncé de Guelph, c'est qu'on aborde en fait une façon de voir les choses qui était encore peut-être impensable il y a 5 ans, lors du cadre précédent. À la fois parce que les changements climatiques représentent des menaces, mais aussi des opportunités pour l'agriculture canadienne. Encore faut-il s'y préparer et encore faut-il les anticiper. Et ça, on n'a plus de temps à perdre dans ce sens-là. Et puis, il faut, et on l'a évoqué aussi, agir sur les 2 dimensions de la relation entre agriculture et climat. C'est-à-dire le fait que l'agriculture subit les changements climatiques et donc il y a une nécessité d'adaptation. Et puis l'agriculture qui contribue au changement climatique, donc des politiques qui visent à restreindre la contribution de l'agriculture à l'émission de gaz à effet de serre. Diapo suivante. Tout à l'heure, j'évoquais le mot d'un ancien ministre français de l'Agriculture en disant que quand une politique marche, il faudrait en changer. Et maintenant, c'est un peu paradoxal. J'invite à se tourner vers le passé, parce qu'il y a peut-être aussi encore des leçons à apprendre d'une période qui a été difficile dans l'histoire de l'agriculture canadienne et qui a commencé en 1931 par un cycle de sécheresse sans précédent. Donc, ça évoque des choses qui ne sont pas aussi étrangères à ce que l'on connaît et qui ont conduit à la mise en place du programme de réhabilitation de rétablissement agricole des prairies en 1935. La sécheresse avait commencé en 1931. Le gouvernement fédéral avait même invité des agriculteurs à quitter leurs terres parce que ça devenait une situation désespérée. Il y a eu 14 000 fermes qui ont été abandonnées entre 31 et 35, 3 millions d'acres qui ont été abandonnés. Et par contre, à partir de la mise en place de la loi sur le rétablissement agricole des prairies avec l'administration de ces rétablissements, on a mis en place des programmes de conservation des sols, de lutte contre l'érosion, des programmes de mise en valeur des ressources hydriques. On pense en particulier aux mares réservoirs qui étaient installés sur les fermes, à des programmes importants de plantation d'arbres, de haies brise-vent, la création aussi de pâturages communautaires. Et ce sont des activités qui sont produites, qui se sont poursuivies pendant 75 ans. Et on a aboli l'administration sous le gouvernement conservateur en 2009 et en 2013 aussi la fin des programmes de brise-vent et de pâturage communautaire. Les programmes de conservation des sols, eux, avaient été transférés à d'autres administrations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aurait
tout à la fois un travail d'anticipation sur les effets de ces changements climatiques, mais aussi peut-être encore des leçons à tirer de toute cette période difficile et de l'efficacité des mesures qui avaient été prises en place. Diapo suivante. Ce qu'on observe dans les réflexions qui sont menées dans les autres pays sur les nouvelles politiques agricoles, c'est le fait effectivement qu'on met l'accent, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, à des formes plus diversifiées d'agriculture, le soutien au bio. Il y a des ambitions assez importantes du côté européen et on peut penser que le nouvel gouvernement allemand va porter ses ambitions à un niveau encore plus important. Un soutien accru aux petites exploitations, une tendance aussi au plafonnement des aides, c'est un élément qui n'est pas négligeable aussi, compte tenu des sommes qui sont investies. Et puis, évidemment, un énorme accent mis sur les mesures de soutien aux pratiques agro-environnementales. Et puis, il y a des volets de développement rural qui sont très importants, aussi bien dans le Farm Bill que dans la politique agricole commune. Et puis, juste mentionner aussi que, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on a introduit avec le temps des mesures de conditionnalité des aides, c'est-à-dire des mesures dans lesquelles les aides versées aux agriculteurs pourraient être réduites si un certain nombre de conditions n'étaient pas remplies. Alors, cette conditionnalité, elle existe dans la politique agricole américaine depuis 1985. Elle a été introduite dans la PAC en 2003 et je mentionnerai au passage que elle a été renforcée au fil du temps et depuis octobre 2021, donc il y a 2 mois, une nouvelle mesure de conditionnalité a été introduite dans la politique agricole commune, c'est-à-dire une conditionnalité sociale, c'est-à-dire l'obligation pour les agriculteurs de respecter le droit social européen en matière du travail. Donc, ça pour tenir compte aussi des problèmes qui ont surgi dans les collectivités de travailleurs, notamment de travailleurs saisonniers. Voilà, juste donc on voit dans quelle mesure l'énoncé de Guelph et puis les présentations qui ont été faites mettent en avant la nécessité de promouvoir une agriculture durable, c'est-à-dire en fait on parle beaucoup d'agriculture résiliente. Et la résilience, elle s'appuie sur la diversité, selon moi, sur la diversité des cultures, sur la diversité des types d'exploitation agricole, sur la diversité des circuits alimentaires. Alors, il faut donc des politiques qui soient souples, qui soient… progressivement, on va abandonner des politiques dites mur à mur, des politiques qui visent plus les capacités d'adaptation que l'accroissement simple de la productivité. Et puis, comme je l'évoquais récemment, des politiques qui font la place autant aux incitations positives qu'aux mesures de conditionnalité. Alors, voilà ce que je voulais ajouter en quelque sorte comme mise en perspective. Merci, merci beaucoup, Monsieur de Bailleul. Nous avons énormément de questions. Je vais essayer de faire un peu d'ordre là-dedans, peut-être en allant des questions d'ordre plus général à des questions plus spécifiques par après, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont assez pointues. Il y a 2 questions, un de M. Hubert-Lavallée qui dit « L'énoncé de Guelph propose plusieurs mesures de soutien aux bonnes pratiques environnementales, ce qui est très bien. N'y aurait-il pas lieu d'inclure des pénalités pour des producteurs qui continuent d'utiliser des pratiques nocives pour la santé des sols et des écosystèmes? Cela afin d'accélérer la transition en temps de crise écologique. » Puis une question qui est très liée à ça, de Suellen Franzen. Est-ce qu'il y a une politique pour développer et augmenter l'agriculture biologique en prenant en considération que l'agriculture biologique est essentielle pour arriver à l'agriculture durable et aussi pour faciliter et diminuer les prix pour la certification biologique et aussi pour le prix final des aliments biologiques? Donc, 2 questions assez liées. J'inviterai Mme Masse peut-être à répondre d'abord et ensuite M. Rosser, si vous avez des commentaires là-dessus, d'intervenir aussi. Oui, tout à fait.
Donc, deux choses. Alors, je vais prendre la question du biologique en premier. Je vais l'aborder en premier. Donc, j'évoquais tantôt les grandes cibles de la politique bioalimentaire. Alors, au moment de l'adoption de la politique, on s'était doté comme cible de doubler les superficies en production biologique au Québec à l'horizon 2025. On était à l'époque là un peu moins de 50 000 hectares en production biologique, 49 000 et on voulait doubler pour atteindre 98 000 hectares à l'horizon 2025. Cette cible-là, nous l'avons atteinte en 2020. Donc, avec plusieurs années d'avance sur le calendrier initialement prévu, parce qu'on voit vraiment, d'une part, une effervescence importante là, au niveau du développement de la production biologique au Québec, qui est d'ailleurs un leader en la matière à l'échelle canadienne. Donc, l'an dernier, les partenaires de la politique bioalimentaire ont adopté des cibles transitoires qui correspondent là, également à celles qui sont au plan stratégique là, du MAPAC. Donc, la cible de 207 000 hectares en 207 000 en 2021, 214 000 en 2022 que nous allons atteindre là, sans trop de difficultés. Et le ministère travaille par ailleurs là, à l'élaboration de nouvelles stratégies de soutien au développement du secteur biologique. Nous avions eu une première stratégie qui a terminé il y a quelques années, mais qui a vraiment donné l'impulsion à la conversion des superficies vers l'agriculture biologique et une nouvelle stratégie qui est en élaboration, qui repose notamment sur la planification stratégique faite par la filière biologique là, qui regroupe l'ensemble des intervenants. Donc, je ne peux évidemment pas vous en dévoiler le contenu à ce moment-ci, mais restez attentifs parce que je dirais que dans la première moitié de 2022, nous aurons une nouvelle stratégie là, de soutien au secteur biologique. Par ailleurs, bien, quant à la première question, je dirais que l'approche qu'on a de notre côté, là, c'est travailler, je dirais, à la fois là, avec le bâton et la carotte. Là. Traditionnellement, on a été beaucoup dans une approche avec une réglementation environnementale qui venait donc imposer différentes obligations ou de manière à préserver l'environnement. Et on a vu dans les dernières années un resserrement de cette réglementation-là. C'est aussi le cas, là, on a également des grands programmes là, qui ont des obligations de conditionnalité. Je pense notamment là, à la plus grande intervention, l'intervention la plus importante monétairement en termes de soutien là, au secteur agricole québécois, qui est le programme de crédit taxe foncière agricole là, dans lequel on investit annuellement là, cette année un peu plus de 200 millions de dollars, qui a une obligation d'éco-conditionnalité liée là, au respect là, du bilan phosphore. Et je dirais que lorsqu'on a refait la loi pour la modernisation du programme il y a quelques années, là, le gouvernement s'est donné la possibilité également d'élargir le critère d'éco-conditionnalité vers le respect des bandes riveraines par les producteurs. Donc, on entreprend des travaux à cet égard-là. Il n'y a rien de définitif encore. Là, on est en mode là, documentation et études, mais clairement là, que c'est un aspect sur lequel on travaille. Et en même temps, bien, je vous disais tantôt, on s'en vient par ailleurs avec une mesure de rétribution des bonnes pratiques agro-environnementales. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait un incitatif monétaire pour les producteurs agricoles à adhérer là, à des bonnes pratiques. Et ça, c'est un tournant, c'est un changement de paradigme important dans notre manière de soutenir le secteur au Québec. Je pense qu'on va vraiment être en appui. Puis en partage des risques aussi avec les producteurs agricoles, parce qu'on le sait qu'adopter des bonnes pratiques, ça a un coût également. Donc, le gouvernement sera là au travers de cette mesure phare-là du plan d'agriculture pour inciter à l'adoption des bonnes pratiques. Oui, ben c'est tout un chantier d'exploration, comment retribuer des agriculteurs, comment mesurer le stockage de carbone, comment évaluer des bonnes pratiques et tout ça. Et peut-être on va avoir l'occasion de revenir sur les autres questions plus précises sur les indicateurs. Monsieur Rosser, est-ce que vous voulez intervenir sur ces questions? Oui, peut-être que je veux offrir quelques pensées pour ajouter ce que Mme Masse a déjà partagé. Sur cette question de bâton versus carotte,
quelques observations. Un, c'est qu'on doit prendre compte de ce que fait les autres pays alentour du monde. Et si on regarde aux États-Unis et l'approche de l'administration Biden envers les enjeux environnementaux, c'est clair qu'eux autres, ils favorisent les carottes beaucoup plus que les bâtons dans l'élaboration de leur politique sur le changement climatique. Ça ne veut pas dire que on doit suivre leur approche exactement, mais on doit tenir compte de la concurrence et de ce que font les autres, surtout nos voisins aux États-Unis. J'allais dire aussi, quand on parle de la négociation d'un cadre stratégique, c'est une négociation avec 14 juridictions. Et le consensus, ce n'est pas toujours facile. Il y en a par exemple, on discute des idées. Est-ce que l'accès à nos programmes de gestion de risque, on peut utiliser ça, par exemple, pour encourager des bonnes pratiques environnementales? On a discuté ça depuis plusieurs années. Je crois, si je ne me trompe pas, au Québec, on a déjà des politiques comme ça en place. C'est moins le cas ailleurs. Mais c'est pas facile d'obtenir un consensus. La réalité agricole au Québec, à Saskatchewan, au territoire du Nord-Ouest, c'est complètement différent. Alors, il y en a dans le processus de négociation, il y en a des différentes perspectives, des différentes priorités et c'est juste la réalité de le développement d'un cadre pour effectuer des changements. On doit avoir un consensus. Parfois, c'est long à faire ça. C'est pas facile. Juste sur la question des produits biologiques, je crois que notre approche à adresser le changement climatique, il y en a des différents principes, des différentes idées de comment on peut faire du progrès. Il y en a certains qui mettent l'accent vraiment sur les principes d'agriculture régénérative. Et nous autres, il y en a d'autres qui disent non, que c'est plutôt l'agriculture numérique et de précision qui va vraiment nous aider à faire du progrès. Je pense de notre point de vue, ce n'est pas à nous de décider ça, c'est plutôt de travailler avec des partenaires qui en ont des idées crédibles qui peuvent nous aider à améliorer les performances environnementales du secteur agricole. On va expérimenter, on va mesurer les résultats et on va reprioriser, mais absolument la production biologique est partie de la solution pour adresser nos cibles pour réduire les émissions d'engrais azotés, pour atteindre nos cibles de changement climatique et nous sommes très ouverts à des collaborations pour avancer ces objectifs. Oui, bien, effectivement, les programmes de gestion de risque, si je me trompe, occupent environ 50 de l'enveloppe qui est donnée à l'intérieur du partenariat agricole canadien. Donc, s'il n'y a pas de sensibilité environnementale dans ces programmes-là, on manque un peu le bateau. Est-ce que Mme Masse, vous voulez intervenir pour parler de l'éco-conditionnalité dans les programmes de gestion de risque au Québec? Simplement, M. Russell l'a évoqué, mais peut-être simplement confirmer qu'effectivement, il y a l'application de critères d'éco-conditionnalité par la financière agricole là, dans le cadre des programmes de gestion de sécurité du revenu et de gestion des risques. Là, tout à fait. OK. J'ai beaucoup de questions qui portent d'une manière ou une autre sur les pesticides. Alors, je vais vous en lire et vous donner l'occasion d'en parler un peu plus en détail. De M. Hubert-Lavallée, encore une réduction de 500 000 kg de pesticides, ça semble beaucoup, mais ce n'est qu'environ 15 de réduction pour les 10 prochaines années. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus ambitieux au Québec? Et aussi, une autre question pour Mme Masse de Myriam Falcon. Est-ce que les cibles des objectifs autres que les pesticides, matières, fertilisants et gestion de l'eau sont également sur la baisse pour la période de référence 2006 à 2008?
J'ai aussi une question de Thibault Rennes qui est liée aux pesticides, mais qui parle plutôt des OGM. Équiterre, et je crois que ça s'adresse à M. Rosser, Équiterre, comme 104 autres groupes au Canada, a signé une lettre pour dénoncer les changements que Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'apprêtent à mettre en place en laissant l'industrie des OGM et des pesticides auto-évaluer leurs produits via l'édition du génome. À quel point ces changements viennent miner la croissance de l'agriculture biologique et l'autonomie des agriculteurs au Canada, à votre avis? Alors, d'abord, Mme Masse, puis ensuite M. Rosser, encore une fois. Oui, tout à fait. Alors, merci pour les questions. Donc, écoutez, dans le cas par rapport à la cible de réduction des ventes de pesticides de synthèse, je dirais que c'est cette cible-là de 500 000 kg annuellement, c'est une diminution visée qui est quand même substantielle. Donc, jusqu'à maintenant, on avait travaillé beaucoup sur la réduction des risques sur la santé et l'environnement, au travers de la stratégie phytosanitaire québécoise. Ce qu'on a vu essentiellement, c'est l'arrivée, effectivement, une diminution quand même importante des risques, mais une utilisation quand même au net relativement stable des pesticides de synthèse avec, je dirais, une substitution de molécules là, qui ont pu être utilisées. Donc, c'est la première fois qu'on s'attaque tout de même à la réduction des ventes en termes absolus. Et on s'est fixé cette cible-là, mais en disant clairement au moment du lancement du plan d'agriculture durable que les cibles pourraient être évaluées à mi-mandat. Donc, on est en train à mi-parcours, donc en 2025. Avec la mesure de rétribution des bonnes pratiques agro-environnementales, il y aura clairement là, une rétribution liée à la réduction de l'usage des pesticides qui, on pense, va avoir un effet accélérant auprès des producteurs agricoles. On le souhaite certainement, en particulier là, au niveau des herbicides. Et à l'horizon 2025, on va pouvoir prendre une lecture là, de nos avancées face à cette cible-là. Et mon souhait personnellement le plus cher, c'est qu'on puisse à ce moment-là arriver avec une cible encore plus ambitieuse, mais on verra là, le chemin qui sera parcouru en 2025. Quant aux périodes de référence pour les indicateurs, je dirais que les seuls indicateurs qui ont comme période de référence les années 2006, 2007, 2008, ce sont ceux liés à la réduction d'usage des pesticides parce qu'on s'inscrit en continuité ici en continuité avec la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture, qui, elle, avait établi là, la cible de réduire de 25 % les risques sur la santé et l'environnement à l'horizon 2021, en partant toujours de cette période-là de référence. Donc, on a poursuivi cette cible-là en la prolongeant dans le temps à l'horizon 2030 et en l'augmentant à 40 %. Donc, c'est ce pourquoi on utilise cette période de référence. Pour les autres, là, on est vraiment basé sur les données les plus récentes disponibles. Et je vous invite à consulter là, les pages liées au plan d'agriculture durable sur le site Internet là, du gouvernement. Chaque indicateur a une fiche qui est propre et qui explique l'origine des données, donc d'où proviennent les données et comment mesurer l'atteinte de la cible. Donc, je ne rentrerai pas dans ce niveau là, de détails techniques-là, mais l'information est disponible sur québec.ca. Je pense que je ne me souviens pas s'il y avait une troisième question, je m'excuse. Non, ça va, M. Rosser, la parole est à vous. Je pense que c'est très bien répondu. Merci. Un lien que je vois entre les questions sur les pesticides ainsi que notre régime pour régler l'édition des gènes, etc., c'est que le système réglementaire soit basé dans la science. Dans le cas des pesticides, il y en avait une annonce par le ministre ou la ministre à l'époque du Santé qu'on va faire une revue de la loi qui gouverne la réglementation des pesticides.
Également, il y avait un investissement de 50 millions de dollars sur 3 ans, si je ne me trompe pas. La majorité, c'était dédié à l'ARLA, l'Agence Santé Canada qui règle les pesticides, mais il y avait aussi des montants pour le ministère de l'Agriculture et l'Environnement pour augmenter la capacité pour évaluer les pesticides, pour augmenter la transparence dans le système, pour augmenter des sources de données pour aider l'évaluation. Alors, du côté de notre système pour régler l'édition des gènes et des OGM, là, dans nos politiques domestiques ainsi que dans les négociations internationales, l'OMC, etc., le principe de base pour le gouvernement fédéral depuis longtemps, c'est de protéger la santé publique, de protéger l'environnement et que notre système soit basé dans la science. Et ce que nous disent la science, où il y en a des risques qu'on doit gérer. Et ça, c'est ça le principe qui guide notre système réglementaire dans ce domaine. Je peux me permettre peut-être Oui. d'intervenir en complément à ce que M. Rasser vient d'indiquer plus spécifiquement sur la question là, de l'auto-évaluation qui est soulevée par M. Rennes. Je dirais qu'une préoccupation que nous avons là, à l'égard de cette orientation-là du côté du Québec, c'est par rapport aux producteurs sous régie biologique là, qui ne pourraient plus garantir ou avoir la garantie qu'ils utilisent des semences qui ne sont pas génétiquement modifiées, ce qui donc met en péril l'application de la norme biologique canadienne là, qui interdit l'utilisation des OGM. Donc, clairement, c'est un élément sur lequel je crois là, qu'il y aura qu'il y aura peut-être des précisions là, à être fournies là, par l'ARLA. Très bien. Alors, je vais à quelques autres questions. Je vais faire intervenir M. de Bailleul, qui n'a pas eu beaucoup de questions à date. Il y en a un qui s'adresse à, qui dit, est-ce que vous trouvez, c'est Audrey Guévin qui pose cette question-là, est-ce que vous trouvez que le développement des politiques au Canada et au Québec accorde de l'importance au concept de multifonctionnalité de l'agriculture, comme en Europe? Et aussi, j'ai une deuxième question pour vous. Qu'est-ce que j'aimerais entendre M. de Bailleul sur l'efficacité qu'il entrevoit du PAD tel que présenté et des mesures manquantes, le cas échéant, pour améliorer la résilience du système agroalimentaire québécois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, M. de Bailleul? La parole est à vous. Alors oui, merci. Merci pour ces questions. Pour la multifonctionnalité, c'est vrai que c'est un concept qui n'est pas très populaire, non seulement au Québec, au Canada, ni même en Amérique du Nord. On avait eu tendance à considérer que ça avait, à un moment donné, que c'était même une invention des Européens pour pouvoir maintenir des mesures protectionnistes supplémentaires vis-à-vis de leur agriculture. Et pourtant, effectivement, c'est une réalité, c'est-à-dire que l'agriculture remplit plusieurs fonctions dans la société et que ces fonctions ne sont pas toutes suffisamment mises en avant. Je dirais qu'on est peut-être en train de réintroduire cette idée-là de manière indirecte quand on s'intéresse, par exemple, à la capacité de l'agriculture ou de pratiques agricoles de stocker du carbone dans le sol. Donc, on s'aperçoit qu'il s'agit là d'une autre fonction qui serait d'une fonction environnementale. Ça n'est pas non plus très développé quand on pense aux fonctions de l'agriculture vis-à-vis du développement rural. Je l'ai évoqué tout à l'heure, l'agriculture, c'est une composante importante du développement rural et il y a dans la politique agricole commune depuis un certain temps, et c'est encore renforcé, ce qu'on appelle le deuxième pilier qui consacre des moyens très importants à toute une série de programmes de développement rural. Et c'est vrai aussi dans la politique américaine, vous avez des programmes qui visent à renforcer les relations entre agriculture et les communautés locales ou régionales.
Alors, ça, c'est peut-être un volet qui me semble pas suffisamment pris en compte dans les discussions actuelles. Et pour la deuxième question, si vous pouvez me rappeler rapidement. J'étais en train de regarder pour les autres questions, je suis désolée. C'était j'aimerais Alice. avoir M. de Bailleul sur l'efficacité. Ah oui, sur le programme, sur le PAD, ben, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont envisagées. On en est encore à une sorte d'expérimentation. Hein. Madame Masse l'a rappelé tout à l'heure. Il y a un volet important pour la recherche, il y a un volet pour le transfert des connaissances. Je ne sais pas si le programme j'allais dire, de ce qui apparaît un peu comme des mesures de récompense, en quelque sorte, de reconnaissance, ne pourrait pas être un peu plus important, mais assorti aussi à ce que je considère comme une démarche qui devrait devenir automatique, certaines mesures de restriction ou de conditionnalité. Alors, en même temps, on peut dire que 125 millions, ce n'est pas un montant négligeable. Vis-à-vis de l'ambition qui est mise en avant, c'est peut-être quand même ça reste un peu modeste. Et ça, c'est vrai aussi peut-être pour à l'échelle canadienne. On parle de 3 milliards, comme c'était le cas dans la précédente programmation. Il faut savoir que le taux de soutien du Canada à son agriculture, si on rapporte ça par rapport au PIB, il est inférieur à ce qu'il est aux États-Unis, il est inférieur à ce qu'il est en Europe, alors que l'agriculture y tient une place comparable. Alors peut-être qu'on pourrait, compte tenu des ambitions que l'on se donne, revoir ce chiffre à la hausse. Très bien. Je vais prendre une dernière question et on va faire un dernier tour de parole si vous voulez avoir des commentaires de conclusion en plus de répondre à la dernière question. Et ensuite, je vais demander à Colleen Thorpe de clore notre webinaire. Fait que cette question-là vient de Monique Fontaine. Et elle dit « J'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à l'utilisation systématique de Gisesta pour fertiliser les terres agricoles. La mise en œuvre des politiques agricoles serait vraisemblablement influencée par la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec, adoptée en 2016 par le gouvernement libéral, qui vise notamment à élargir l'offre des carburants de remplacement des biocarburants, gaz naturel liquéfié, gaz naturel comprimé, propane, hydrogène ou électricité. Avez-vous des commentaires là-dessus? Bien oui, je dirais, évidemment, là, on est, puis je reçois la question là, comme étant davantage axée là, sur la biométhanisation, là, donc et la production d'un digesta qui peut servir là, de matière fertilisante. Je dirais que c'est encore relativement nouveau au Québec. On a des projets là, qui sont en cours, notamment celui de la coop carbone à Warwick et d'autres projets là, qui ont l'ambition là, de s'implanter. Pour nous, le projet de Warwick là, est vraiment beaucoup un projet qui nous permet de documenter, d'une part, les procédés, mais également, là, on a, je dirais, la préoccupation de s'assurer que le digesta qui en ressort en soit un de qualité, parce que quand il est produit, à partir également là, de matières résiduelles d'origine municipale, il peut y avoir là, parfois des enjeux en cette matière. Donc, on travaille de près avec nos collègues du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour s'assurer, d'une part, là, que la mise en œuvre de ces projets-là ne se fasse pas au détriment de nos objectifs en matière de couverture des sols. D'une part, que les résidus de culture là, ne soient pas retirés des sols là, aux fins de produire des biocarburants. Et par ailleurs, là, pour s'assurer d'une bonne qualité au niveau
qui ressortent là, du processus. Également, bien, on examine les différents modèles d'affaires parce qu'on voit là, le modèle d'affaires de la coop carbone là, où les producteurs agricoles là, sont membres de la coopérative. Il y a d'autres entreprises, là, je peux penser notamment à Nature Énergie là, qui a l'ambition qui a des projets là, à venir dans le secteur de Louisville ou encore de Farnham, où le modèle d'affaires est différent. Donc, on veut s'assurer évidemment là, que les producteurs agricoles y trouvent également là, leur compte. Donc, ce sont les quelques réflexions que j'aurais là en la matière à ce moment-ci. Alors, je suis vraiment désolée qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les autres questions. En fait, on avait reçu 23 questions. Donc, il y a beaucoup d'engagement. J'ai envie de vous poser dans vos commentaires de conclusion. Évidemment, on voit ici aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour des politiques agricoles. Des citoyens veulent savoir comment on avance sur ces questions-là. Ils s'inquiètent de notre système agricole. Et peut-être vous inviter à faire quelques conclusions. Qu'est-ce que des citoyens ou des groupes environnementaux ou bien des professionnels du milieu d'environnement, de milieu de l'environnement ou de milieu de l'agriculture peuvent faire pour vous aider à rehausser l'ambition environnementale sur les politiques agricoles? Qu'est-ce que vous aimeriez que des groupes comme Équiterre et d'autres le fassent? Comment on peut vous aider à rehausser l'ambition? Peut-être très rapidement, M. Desbailleul, ensuite Tom Rosser, puis je laisse le dernier mot à Mme Masse. Alors, très rapidement. Juste une réflexion plus générale. En fait, ce que l'on vient de vivre socialement en termes de crise de la pandémie, ce que l'on vit en ce moment en termes de premières manifestations inquiétantes des changements climatiques, je pense que ça mobilise l'ensemble des acteurs. On a découvert à travers la pandémie les fragilités de notre système alimentaire et du coup, ça suscite beaucoup d'intérêt. Et beaucoup de gens se disent, je suis concerné à travers ma façon de consommer, à travers mes souhaits en la matière et donc il faut que je me mobilise. J'ai l'impression qu'il y a une mobilisation beaucoup plus active. En même temps, je crois que, je ne veux pas être trop naïf ou trop optimiste, je crois qu'il y a aussi une volonté de plus grande transparence de la part des pouvoirs publics à différents niveaux pour expliquer les tenants, les considérants. Et le débat qu'il y a autour de ces politiques agricoles, le fait que, par exemple, il y a eu quand même une grande discussion à Guelph, c'est plutôt positif, c'est de bon augure. Mais justement, c'est de bon augure si les citoyens restent mobilisés. Oui, très bien. Alors, on va aider à les garder mobilisés. Monsieur Rosser, si vous voulez faire un commentaire de conclusion. Juste rapidement, oui, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole depuis, disons, l'an 2000, ce qu'on voit, c'est qu'au Canada, on a vu une augmentation importante dans le niveau de production du secteur d'environ 50%, si je ne me trompe pas. Et les émissions de gaz à effet de serre, plus ou moins, étaient stables durant cette période. Alors, on a fait un programme important pour réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur, mais on sait aussi avec les cibles de Paris, ce n'est pas suffisant. Alors, on a fait des investissements importants récemment pour augmenter notre performance dans ce domaine. Et on est très ouvert à des idées, à des partenariats pour essayer de faire du chemin à court terme. Alors, ça fait longtemps qu'au fédéral, qu'on fait des consultations sur l'environnement, mais je crois qu'il y a vraiment maintenant une ouverture à des nouvelles manières de penser, des nouvelles idées, des nouveaux partenariats. Alors, oui, je crois que les rapports comme la feuille de route qu'Équiterre a produit récemment, des idées comme ça peuvent être vraiment utiles pour nous aider à atteindre nos cibles avec une grande augmentation de notre ambition en ce qui concerne l'environnement. Merci, M. Rosser. On va vous prendre au pied de la lettre et on va vous envoyer plein d'idées. Madame Masse, tout brièvement, s'il vous plaît.
Je ne doute pas que vous allez être très efficace en la matière. Alors, moi, je salue l'implication des différents groupes, dont le vôtre, là, qui participent notamment là, au comité de suivi de concertation du plan d'agriculture durable. Mais ce rôle-là, il est fondamental. Il a été au cœur de l'implication des différents groupes. Je pense à Équitage, je pense aux gens là, des milieux municipaux, à Vigilance OGM et à différents autres qui ont été au cœur de la co-construction également de la politique bioalimentaire. Et cette implication-là de la société civile, elle est importante d'une part là, pour la prise de conscience de l'importance du secteur agricole et du secteur bioalimentaire dans son ensemble là, pour des citoyens qui peut-être au fil des ans là, ont potentiellement, je dirais, perdu la connaissance là, aussi importante là, du secteur. Je pense qu'on a un grand défi de pédagogie aussi à faire dès les plus jeunes âges et ça, on y travaille. M. Rosser a évoqué tout l'enjeu des changements climatiques. Je pense que c'est effectivement le grand défi de l'heure. On a une bonne connaissance là, des changements climatiques, de l'importance des émissions de GES du secteur agricole. On doit l'aborder aussi sur l'ensemble du système alimentaire, à mon sens, et on doit établir là, des priorités d'intervention à court terme, que ce soit en matière de réduction des émissions, mais également là, la captation et l'adaptation du secteur là, au changement climatique. Et je pense que pour y arriver, bien, il faut vraiment qu'on travaille en complémentarité. Donc, M. Debailleux a dit 125 millions par rapport à l'ampleur des défis pour le plan d'agriculture durable. C'est peut-être peu, effectivement, mais si on est capable de canaliser les fonds qui viendront du prochain partenariat canadien de l'agriculture vers les priorités déjà établies par le Québec avec les cibles qui sont établies et les mécanismes d'intervention que nous avons déjà, on va augmenter notre capacité, notre force de frappe, notre efficacité et ultimement, on pourra être plus ambitieux tous ensemble. Donc, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. C'est clair qu'on pourrait faire une série de webinaires comme ça. Il y a tellement de choses à dire et tellement de questions à répondre. On va prolonger un petit 3-4 minutes afin de donner une occasion à Colleen Thorpe de clore le webinaire pour nous. Colleen. Tu es sur mute. Merci beaucoup, Diana, pour l'animation. Pas facile de synthétiser toutes ces questions. Merci beaucoup à nos panélistes. Je vous dirais que la préoccupation d'être redoutablement efficace dans la réforme de notre système alimentaire est dans la tête de tout le monde. Donc, cette contribution est essentielle. Juste un point que Mme Masse a fait sur la pédagogie. Cette pédagogie doit se faire chez les citoyens. Elle doit aussi se faire sur l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Je pense que la discussion sur quelque chose d'un produit de base comme l'alimentation, qui est au cœur de notre survie, doit être aussi dans la tête de tous les fonctionnaires de la fonction publique pour éviter les effets pervers qui peuvent venir avec des politiques qui ne concordent pas. Donc, un petit plaidoyer pour une formation généralisée à l'échelle fédérale et provinciale sur les changements climatiques et la perte de biodiversité. Comme mentionné, on a travaillé sur le rapport de pouvoir des sols. On a plusieurs recommandations. Je ne vais pas les nommer ici. Il y en a plusieurs qui ont été déjà nommées, mais je vous inviterai vraiment d'y aller et de consulter ces recommandations-là. Aussi, les recommandations de la coalition Fermier pour la transition climatique, qui est une coalition importante parce que c'est des producteurs, mais des groupes. Donc, c'est très large comme coalition qui porte ce message-là. Puis finalement, pour les citoyens, Équiterre aime beaucoup pousser l'action collective, n'est-ce pas, et l'action sur les élus. Donc, on a une élection, on vient d'avoir une élection fédérale au municipal. Je vous inviterai vraiment de mettre la question agricole et alimentaire dans la tête des candidats et de susciter ces réflexions-là qui vont venir dans les prochains mois. Et ça va faire avancer le débat et avoir des politiques plus ambitieuses. Donc, merci tout le monde. Et si vous avez l'occasion d'aller manger maintenant, je vous souhaite des aliments sains, locaux et durables dans vos assiettes. Merci. Avec ça, on va clore le webinaire. Merci beaucoup à tous.